patient fait partie des thérapies non médicamenteuses et vise à aider les patients à acquérir des compétences, soit d'auto-soin, soit d'adaptation, afin de gérer au mieux leur maladie au quotidien et ainsi d'améliorer leur qualité de vie. L'éducation thérapeutique s'adresse aux patients essoniens et à leurs aidants. Les patients doivent avoir reçu le diagnostic de schizophrénie ou de troubles bipolaires. L'éducation thérapeutique du patient sur l'hôpital Barthélemy-Durand est découpée en 4 GAP. Ce sont des groupes d'autonomisation en psychiatrie en Essonne. Il y a 3 programmes destinés aux patients souffrant de schizophrénie qui ont été déjà validés par l'ARS et un programme destiné aux patients qui souffrent d'un trouble bipolaire qui a été soumis à l'ARS et qui est en attente de validation. Les patients qui présentent une schizophrénie ou un trouble bipolaire avéré, c'est-à-dire qui a été diagnostiqué par un médecin, peuvent inclure ces groupes GAP en fonction de leur pathologie. Donc ils vont d'abord avoir un entretien individuel qui va permettre de cibler leurs objectifs et leurs demandes et de les inclure dans les différents groupes GAP qui comprennent des ateliers, donc des thématiques différentes. Dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et des moyens, l'établissement public de santé Barthélemy-Durand s'est engagé à mettre en place un 5e programme. Il y a des études quand même assez sérieuses qui montrent qu'effectivement, chez les patients qui souffrent de troubles schizophréniques, pour ces personnes-là, il y a des études qui objectivent qu'il y a à peu près 70 à 80% de ces personnes qui souffrent de troubles cognitifs. Alors ici on a implanté, comme je vous disais, le groupe IPT, donc on en est à notre 5e groupe IPT. Il faut savoir qu'un groupe IPT, ça comprend à peu près une dizaine de patients. Donc on leur explique que c'est un nouveau traitement sous forme de groupe, d'exercice, on travaille la mémoire, on remobilise un petit peu tout ce qui a été mis un petit peu à mal du fait de la pathologie. C'est comme une boîte à outils pour améliorer la communication. Finalement, c'est surtout axé sur la communication et aider à leur vie quotidienne. Ce qui marche beaucoup, c'est quand même cet échange. Et ce qui est important, c'est aussi nous. On n'est pas là en tant que... Bien sûr, on anime, mais on n'est pas vécu comme nous on sait et eux, ils ne savent pas. On est tous au même niveau parce qu'on fait les exercices comme eux. Et ça, c'est vrai que ça fait une cohésion de groupe. Enfin, c'est vraiment un programme très très intéressant. On fait également donc ça c'est remédiation en groupe. Après, on fait de la remédiation en individuel, donc on a plusieurs programmes. On a le CRT qui se fait beaucoup chez Madame Amado d'ailleurs. Le RECOS qui est aussi un autre outil individuel, donc qui se fait avec des exercices papier-crayon et des exercices sur ordinateur, 2 séances par semaine, puis des tâches à domicile, donc ça c'est sur plusieurs semaines. Il y a Tom Remède qui travaille plutôt sur la théorie de l'esprit, donc ça c'est un outil qui a été construit par une équipe de Versailles, le docteur Bazin, et donc qui travaille plutôt sur l'attribution des intentions. On leur fait visionner des toutes petites séquences de films où il y a des intentions non explicites, avec toujours le souci de faire ensuite un transfert écologique, c'est-à-dire que dans toutes ces séances, ce n'est pas que des séances avec des petits films, mais c'est des séances où les patients doivent apporter des situations qui les ont mis en difficulté. Et voilà, et un exercice peut se mettre en route à partir de là. On demande aux autres patients, mais qu'est-ce que vous auriez fait? Et donc ça génère comme ça quelque chose d'interactif extrêmement riche et qui est vraiment au cœur des difficultés de nos patients. Donc la justification de cette étude, c'est de valider donc cet outil qui porte donc sur la cognition sociale. Tout ça c'est très intéressant. Donc moi je plaiderais plutôt pour quelque chose qui soit qui puisse s'implanter, qu'il y ait des outils qui s'implantent un peu dans différents services. Je pense que le sujet du suicide est un sujet plutôt délicat. Il n'y a pas de radar pour le suicide. C'est répondre de manière rationnelle à un acte irrationnel. Il y a eu un groupe de travail qu'on appelait comme ça EPP Suicide, qui était plutôt très attentif et puis il a certainement beaucoup discuté, beaucoup échangé pour en arriver justement à l'intervention de crise suicidaire. Il y dit était quand même
de trouver un dispositif, une grammaire qui parle à tous les soignants, ce qui permet d'avoir, je dirais, un regard, je dirais, à la fois dynamique et sans discontinuer sur une situation de crise importante. Cet outil qu'on appelle, nous, l'ORUD, qui a été, je dirais, bien travaillé dans notre établissement. Il y a eu un travail de recherche et maintenant il y a un déploiement de je dirais, de cet outil-là. Le travail fait par l'équipe du groupe EPP, nous avons quand même avancé. On a sorti un petit carnet autour de la prévention du suicide et le maître mot, c'est l'éthique de l'inquiétude. Et je pense que Barthélemy Durand en a fait aussi, je dis, il a rebondi sur cet aspect-là, c'est très important. Alors le mindfulness est une technique qui fait partie des thérapies cognitivo-comportementales de 3e génération. Alors, l'efficacité de mindfulness a été démontrée dans un certain nombre de pathologies. Il s'agit essentiellement de l'anxiété, de tous les troubles liés au stress. Il s'agit de la dépression et de la prévention des rechutes dépressives. Et il y a les addictions. Les addictions, la plupart des addictions peuvent bénéficier de ce type d'approche. Il y a les patients douloureux chroniques. Les pathologies liées à l'adolescence, certains troubles de la personnalité, certains troubles de comportement alimentaire, certains troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc le mindfulness, c'est une technique de méditation qui dérive de la méditation traditionnelle, mais qui a été laïcisée et retravaillée d'un point de vue de la thérapie cognitive. Donc actuellement, la mindfulness est développée dans plusieurs courants différents. Par exemple MBCT ou MBSR. Ici, dans l'établissement, on a développé des groupes MBCT qui mélangent la méditation et la thérapie cognitive. Donc nous, on pratique cette technique-là en groupe, entre 10 et 20 patients, où on voit les patients une fois par semaine, pendant 8 semaines, et où on travaille à la fois les techniques de méditation et les techniques cognitives. Je pense que c'est une technique qui est assez novatrice, qui est encore peu développée en France en dehors de grands centres comme Sainte-Anne, et c'est une grande chance de pouvoir développer justement ce projet-là à Étampes, en sachant que ça fera beaucoup de bien à nos patients, qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques montrant l'efficacité de la méditation contre la rechute dépressive. Alors actuellement, j'ai commencé par développer un programme de formation continue qui a été suivi par beaucoup de gens. On a eu récemment un accord pour que ce programme devienne un programme DPC, qui pourrait être suivi par des professionnels et éventuellement proposé à des professionnels extérieurs à l'établissement. On espère développer en 2018 un diplôme universitaire, mindfulness. Et dans tous les cas, le but de ces différents programmes, c'est de former des professionnels afin qu'ils puissent développer ces pratiques pour les patients. L'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles dans un but thérapeutique, mais aussi dans un but de bien-être. D'accord? Aussi pour les patients, pour les soignants. J'étais agréablement surprise. Donc tout le personnel il était là. Donc j'ai parlé des huiles essentielles, surtout le bon usage, les effets indésirables, parce que c'est quand même des substances pas anodines. J'ai fait aussi une petite fiche de bon usage. On a choisi 8 huiles essentielles qui n'ont pas d'effets secondaires et qui peuvent être utilisées pour les patients psychiatriques en tant qu'anxiolytiques ou en tant que hypnotique. On a acheté des diffuseurs pour les 4 services de soins et les huiles essentielles. Et c'est utilisé par 2 moyens, en diffusion et toucher, massage, relaxant des mains par les infirmières qui sont formées. Parce qu'il y a pas mal d'infirmières formées à l'aromathérapie. Et ensuite, donc, on a des fiches d'évaluation, autant par les soignants que par les patients. Et l'idéal serait qu'on fasse une petite étude, une vraie étude sur l'efficacité des huiles essentielles en tant qu'anxiolytique ou en tant que déstressant, en tant que hypnotique même.